Nous allons maintenant entendre la parole des agents. Madame Elisabeth Tanner est d'ailleurs présidente du syndicat des agents artistiques et littéraires, mais elle est également agent de Vincent Pérez. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc, comme tout le monde s'est à peu près exprimé sur le sujet, moi je dirais juste, effectivement, je suis d'accord avec Thomas sur la tribune de Maraval. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'était un, circonstanciel et deux, catégoriel. Elle a le mérite de poser le débat, donc on le pose, on essaye d'y répondre. Sur la question de savoir pourquoi les acteurs, est-ce que les acteurs sont trop payés? Bon, sur la rémunération entre les États-Unis et la France, je pense que tout le monde est absolument d'accord sur la mécanique. C'est effectivement quand vous avez un film américain qui va s'adresser finalement au marché mondial, vous avez une valorisation de votre acteur. Donc c'est ce qu'on appelle un investissement, tout bêtement, comme on le fait dans l'industrie. On investit, donc on est moins payé en espérant avoir un retour sur investissement et qui permet de valoriser l'image de l'acteur, tant sur sa possibilité de travailler sur une cinématographie étrangère plus importante et de se renforcer sur son marché intérieur et sur sa cinématographie initiale, on va dire. Donc ça, je pense que c'était dans la tribune de Maraval, je pense que c'était une façon un peu opportune de poser des problèmes qui n'en sont pas, puisque tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de problématique particulière autour de ce fait-là. Sur la rémunération des acteurs, d'abord représentant un syndicat et donc parlant pour plusieurs agents, j'aimerais juste attirer l'attention quand même globalement du fait que le métier n'est pas fait que des 15 vedettes, qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui ne gagnent pas forcément leur vie ou qui la gagnent très sporadiquement, que le métier d'acteur est un métier à haut risque, que les carrières vont et viennent, que nous assistons parfois à des gens qui terminent leur carrière à la roue tourne et sans lesquels qui ne peuvent plus payer de loyer, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien. Donc il y a un moment donné, il faut aussi admettre que le spectre du cinéma français et l'industrie du cinéma français ne comporte pas que 15 personnes, plus ou moins bien loties, et un parc d'acteurs, j'allais dire, qui soit tout à fait flamboyant. Donc je pense aujourd'hui qu'il y a une vraie question qui est le renouvellement des talents, mais ça on en parlera peut-être plus tard, le renouvellement des talents qui vient d'ailleurs répondre à la problématique de la concentration sur un certain nombre d'acteurs. J'en parle d'autant qu'ayant une clientèle plutôt sympathique, je n'ai pas de problème particulier ni personnel, mais je remarque qu'il y a une difficulté aujourd'hui à renouveler les talents et avec des carrières qui sont peut-être plus volatiles qu'avant. Voilà, donc ça c'est la première remarque. Sur l'économie globale des salaires d'acteurs, il est évident que je ne crois pas qu'on soit dans un pays masochiste ni dans un métier masochiste. Donc à partir du moment où certains acteurs ont ces salaires-là, c'est qu'ils le méritent. Ils le méritent pourquoi? J'avais adoré la formule de Thomas d'ailleurs, on paye un footballeur mais on ne sait pas avant le match s'il va marquer des buts. C'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'on est dans une économie où le financement se fait en amont et à partir de là tout le monde espère et fait une promesse et un pari sur l'avenir du film. On sait évidemment qu'un certain nombre d'acteurs permettent de lever le financement. Ils ne sont pas les seuls. Il y a le projet dans sa globalité, ce qu'on appelle la cohérence du projet, qui fait qu'un acteur a une place plus ou moins prépondérante dans le film, dans la cohérence du film. Il arrive parfois que l'élément déterminant soit le metteur en scène. Et si le metteur en scène a un projet de film avec un coût qui n'est pas énorme, à partir de là, le metteur en scène aura une certaine liberté de casting, et ce qui peut permettre d'ailleurs l'avènement, justement par ce biais-là, l'avènement de nouveaux talents. Quand je dis de nouveaux talents, c'est rarement des inconnus totaux. J'essaye aussi d'expliquer quand même que le métier d'acteur, c'est un métier qui est en gestation et avec une période de préparation, d'expérimentation, etc. Et que quand on dit des nouveaux talents, il y a rarement des générations spontanées de nouveaux acteurs. Donc sur cet ajustement des cachets des acteurs à l'économie des films, elle me paraît tout à fait évidente. Quand on a un film à gros budget, on va chercher une grosse vedette, on va chercher effectivement sa valorisation d'image, d'une part pour arriver à exister dans les médias. Alors pourquoi exister dans les médias? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est qu'un film doit créer sa marque et que sa marque, c'est de sa marque et de la force de sa marque va dépendre
l'enchaînement des exploitations prévues sur le film, que ce soit la vidéo, le passage télé, etc., etc. Qu'à ce titre-là, la valorisation de la marque, il est évident que c'est un peu plus simple de la faire quand on a des acteurs qui vont pouvoir se déplacer sur les supports papier, sur les journaux télévisés, sur les grosses émissions de télévision populaire, etc., etc. Donc cette valorisation-là, en tant qu'agent, on la fait jouer immédiatement, évidemment. La deuxième chose, c'est que globalement, le box-office des acteurs précédent l'instant de la négociation est important aussi, et qu'il y aura évidemment une valorisation dans la mesure où on dit je pense que tel artiste a fait telles entrées jusqu'à présent, et donc je pense qu'il y a une confiance du public par rapport à cet acteur qui fait qu'il y aura peut-être un effet de suivi. Alors aujourd'hui, on nous fait toujours constater qu'il y a des catastrophes industrielles, qu'il y a des accidents industriels. On est dans une économie de prototype. Moi-même, quand je négocie, je ne sais pas toujours... parfois, quand on est très en amont, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il m'est arrivé de revoir, en accord avec le producteur, l'ensemble du contrat et de la rémunération des différents ayants droit à la baisse. Ça ne t'arrive pas à toi, Thomas, mais je te jure que ça t'arrive plus souvent qu'à mon tour en ce moment. Parce que la promesse de financement n'est pas à la hauteur de ce qu'avait envisagé le producteur. Donc, on vient nous demander de, effectivement, baisser la voilure selon la formule consacrée. Donc je pense que l'ajustement, il est assez légitime, il se fait assez normalement. Et il est évident qu'il y a 1 ou 2 films ou 3 films par an qui, de temps en temps, dysfonctionnent, on va dire. Alors, dysfonctionnent pourquoi? C'est parce que quand on les lit, on ne comprend pas pourquoi ils sont financés. On a tout à coup une vedette qui se dit j'ai besoin de payer mes impôts, donc je vais faire un film de plus. Et du coup, comme il y a une vedette qui est là, on se dit bon, de toute façon, on ne prend pas de risque, donc on envoie d'autres gens sur le film. Et voilà, il y a de temps en temps des films, je ne les citerai pas, je pense que tout le monde en a un en tête ici, pas le même, hein, je veux dire, mais on a tous un film comme ça en tête, ça arrive, mais c'est un dysfonctionnement tous les ans, on va dire, globalement. Donc je ne pense pas qu'il y ait des gros scandales à ce niveau-là. Après, enfin en tout cas c'est mon point de vue. Et voilà, donc alors après, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je dis qu'on s'ajuste à l'économie des films, c'est qu'effectivement, ce qui est intéressant, et effectivement, je suis bien placée puisque je suis au milieu de tous les intervenants ici, c'est qu'il y a des films... Aujourd'hui, on a une diversité de films. C'est-à-dire qu'on a des films à très petit budget, on a des films à gros budget, on a des films du milieu qui sont peut-être ceux qui sont le plus en souffrance. Je ne voudrais pas revenir sur les tribunes de Pascal Ferrand et autres, mais c'est vrai qu'il y a un certain type de films qui ont du mal à se financer aujourd'hui. Parce qu'on les considère un tout petit peu trop chers, qui ne sont pas tout à fait dans la bonne case, et qu'on a du mal à les rentrer dans des cases dites de financement plutôt qu'autre chose. Mais cette diversité du cinéma, je la trouve extrêmement essentielle. Tout à l'heure, Thomas parlait des acteurs américains qui jonglent entre des films à grand succès et des films peut-être plus auteurs. C'est aussi ce qui arrive en France, parce que la valorisation d'un acteur, elle passe aussi par des prix, par des reconnaissances, que ce soit les Césars, les festivals internationaux, etc. Donc cette oscillation de l'artiste entre des films à petit budget et des films à gros budget, elle existe aussi en France, elle est nécessaire. Elle permet à des réalisateurs, du coup, d'émerger fortement. Et je pense que ce n'est qu'une très bonne chose pour le cinéma français. Et donc, cette diversité-là est bien liée au système de financement du cinéma français. Donc que je trouve tout à fait vertueux et sur lequel on peut toujours réfléchir. Et je pense que tous, les uns les autres, sommes suffisamment... disons, au taquet pour se positionner nous-mêmes et faire notre autocritique quand il est besoin. Après, sur la remontée des recettes, puisque la question avait été posée sur pourquoi on prend tout de suite et qu'on ne veut pas faire confiance à la véritable exploitation du film, je pense qu'il y a plusieurs systèmes qui coexistent. Je pense qu'il y a des moments où on s'ajuste vraiment à la remontée de recettes. C'est les moments où justement les promesses de financement sont fragiles, sont faibles. Donc on est obligé d'être sur la réalité de l'exploitation, c'est-à-dire ne pas laisser filer une exploitation qui serait au-dessus de ce qu'on a espéré ou de ce qu'on a évalué. Donc là, dans ces cas-là, les choses fonctionnent plutôt bien. Après se pose évidemment le problème de la transparence de la remontée des recettes. Mais je pense qu'on en parlera peut-être plus tout à l'heure. J'ai entendu Michel Hazanavicius qui l'a évoqué.
Je sais que Thomas n'est pas tout à fait d'accord sur la question. Je pense que là-dessus, effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Encore une fois, un film, c'est une histoire et sa propre histoire, et c'est très difficile de tirer vraiment des lignes générales. Il y a des partenaires avec lesquels on est en confiance et avec lesquels, pas pour des raisons personnelles ou autres, pour des raisons structurelles. Il y a des partenaires à qui on fait confiance parce qu'ils ont la maîtrise de la remontée des recettes. Parfois, la multiplicité des partenaires, la façon dont les deals financiers sont faits, font qu'il y a une certaine spoliation de la recette. Donc dans ces cas-là, effectivement, on a tendance à prendre en amont ce qu'on pourrait prendre en aval. Et donc là... C'est un cas minoritaire. Oui, minoritaire, oui. Non, on est d'accord. Mais souvent, ça touche ces films-là, justement. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus qu'il y a un vrai travail à faire. Et quant à attendre quelque chose des pouvoirs publics, je disais que je pense qu'on était tous... justement, on est des pragmatiques, on est tous les jours les mains dans le cambouis. Je pense que tous les jours, on se pose des questions, tous les jours, on est face à des cas nouveaux, tous les jours, on a des nouveaux films qui viennent, des nouveaux films qui arrivent. Donc tous les jours, on réinvente des histoires, on réinvente des contrats, on réinvente des façons d'être rémunéré, etc. Sur les pouvoirs publics, j'attends des pouvoirs publics que ce financement du cinéma français qui est formidable perdure, car c'est notre intérêt, c'est un cinéma qui existe dans le monde entier, qui est notre image. Et quand on voit aujourd'hui ce que coûte la façon de faire exister une image, je pense que c'est tout à fait dans l'intérêt de la France, et que effectivement la diffusion du numérique pose problème, et qu'il va falloir effectivement s'attaquer à nos chers fournisseurs d'accès, entre autres, pour arriver à financer ce qu'on appelle les contenus. Voilà. Merci, Madame Tenner.